Bonjour, moi je suis Caroline Roubiou, je suis néphrologue à Besançon. Donc Caroline Roubiou, je suis néphrologue à Besançon et avec Amélie Perrault, IPA, on va vous présenter notre expérience de collaboration médecin IPA sur les unités Santélis de Besançon et de Pontarlier. Donc, tout d'abord, Amélie vous présentera la formation pour devenir IPA, son rôle au sein de nos unités, et puis enfin, on discutera de la collaboration médecin-IPA. Donc la formation, c'est une formation de 2 ans. La première année, c'est un tronc commun avec les autres spécialités des IPA. Donc il y a la mention urgence, psychiatrie, pathologie chronique et oncologie. Et la deuxième année, c'est en fonction de la spécialité. Donc là, en l'occurrence, c'est néphrologie, dialyse et transplantation. La formation, c'est à la faculté de médecine. Donc moi, c'était à Besançon. Pour ceux de Bourgogne, c'est Dijon. Et lors de la formation, il y a 2 stages. Un stage de 2 mois en première année en médecine générale et un stage de 4 mois en deuxième année dans la spécialité. Donc, le contenu de la formation, la première année, il y a des cours de clinique qui sont mutualisés avec les deuxième années et les troisième années de médecine. Il y a une partie sciences infirmières, donc c'est comme ce qu'on a fait à l'IFSI, mais en un peu plus poussé. Une partie éthique, législation, un petit peu d'anglais, mais on n'a pas un niveau comme les médecins aujourd'hui. Et une partie méthode de travail, donc c'est tout ce qui est informatique pour qu'on puisse maîtriser un peu tout ce qui est logiciel, recherche et tout ça. Au niveau du S2, donc il y a une partie sur la formation et les analyses de pratiques professionnelles, la santé publique, et on commence déjà à travailler sur le mémoire à partir de la fin de la première année. Et donc au niveau de la deuxième année, donc S3 et S4, il y a une grosse partie du travail, c'est le mémoire, et la deuxième grosse partie du travail, donc c'est la spécialité. Je ne sais pas comment c'est organisé sur Dijon, mais Maxime, qui est là-bas au fond, il pourra le dire si vous avez des questions. Et tu es content, hein? Et donc au niveau de l'organisation sur Besançon, il y a une partie pratique où on va avec les médecins, au staff, où on va en consultation avec les médecins. Et il y a une partie, donc il y a une semaine où on est en cours toute la semaine sur tout ce qui est base fondamentale en néphrologie, une semaine sur la maladie rénale chronique, une semaine sur la dialyse et une semaine sur la transplantation. Et après, il y a le stage de 4 mois et le mémoire avec la soutenance de mémoire à rendre. Donc concrètement, que peut faire un IPA? Donc l'IPA, il a des compétences élargies par rapport à l'infirmier, qu'il a acquis grâce aux 2 ans de formation. Donc il peut participer à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin dans le cadre d'un protocole d'organisation. Donc moi, je travaille sur Pontarlier et Besançon, donc il y a un protocole d'organisation qui a été écrit dans chaque unité et qui est signé en fonction de ce que je peux faire dans chaque unité. Et après, je peux faire donc des consultations, des suivis alternés des patients, donc avec des entretiens, d'éducation thérapeutique, des examens cliniques, analyse des résultats biologiques, renouvellement, adaptation des traitements si besoin. Je n'ai pas le droit d'introduire un nouveau médicament. S'il y a besoin de quelque chose d'aigu, j'appelle le néphrologue ou je vais voir le néphrologue qui est présent à côté. Et après, il y a tout ce qui est organisation des parcours de santé. Donc, par exemple, les bilans de pré-greffe, j'interviens auprès des patients pour vérifier qu'il y a les examens. Et après, je fais le lien avec les centres transplanteurs. Donc, IPA, c'est un métier qui existe depuis 2018 en France, mais ça existe depuis longtemps, depuis 1965 aux États-Unis. Et c'est développé dans pas mal d'autres pays. Donc, en France, c'est encore c'est encore un débat un peu houleux, mais il y a plein d'autres pays qui font ça depuis des années. Et il y a des études montrent qu'il y a quand même un impact positif. Alors, donc, le rôle de l'IPA en néphrologie, donc elle peut intervenir tout au long du parcours de la maladie rénale chronique, dès le programme. Donc,
dès le programme parcours MRC, ensuite pour ce qui est de parcours en transplantation rénale, en dialyse et également pour la prise en charge des patients qu'on a dit pour les soins conservateurs. Donc, dès le suivi de la maladie rénale chronique au stade 3B, l'IPA peut intervenir auprès du patient. Ils vont intervenir dans les programmes d'éducation thérapeutique, avoir un rôle dans les axes de néphroprotection et de présentation des différentes techniques de suppléance, la dialyse et la transplantation. Pour les patients qui sont en insuffisance rénale chronique stade 4 et 5, les IPA vont pouvoir faire ce qu'on appelle des consultations alternées avec le néphrologue. Donc une fois, c'est le néphrologue qui voit le patient en consultation et la fois d'après, c'est l'IPA. Dans notre équipe, ils interviennent également dans l'évaluation de la fragilité des patients. Donc on a vu pour les PROMS remplir avec le patient des questionnaires d'auto-évaluation de la qualité de vie et des tests de performance physique. Ils interviennent également beaucoup dans les échanges avec les patients partenaires sur le thème de la dialyse ou de la transplantation. Donc on a des patients dialysés, quelle que soit la technique, et puis des patients transplantés qui viennent témoigner auprès de groupes de patients sélectionnés par les néphrologues qui seront intéressés par la discussion sur la dialyse ou sur la transplantation. Et donc ces réunions, les IPA interviennent au cours de ces réunions et l'organisent avec nous. Et donc les objectifs, c'est du rôle de l'IPA, c'est l'information des patients et d'avoir une prise en charge plus globale des patients qui ont une maladie rénale chronique. En transplantation rénale, donc, il y a un rôle d'information pré-transplantation rénale, donc expliquer quel va être le parcours du bilan pré-transplantation, mais également ensuite le parcours au moment de la transplantation, au début de la prise en charge et la suite de la prise en charge. Elle regarde la mise à jour et les suivis des dossiers pré-transplantation en collaboration avec le néphrologue, s'assurer, notamment les patients qui sont inscrits en contre-indication, que le bilan avance bien, qu'on arrive à récupérer tous les résultats des examens, et puis par la suite, toujours en collaboration avec le néphrologue référent, quand le patient est inscrit hors contre-indication, qu'on vérifie que les bilans soient à jour et les examens remis à jour régulièrement. Et donc, comme on disait, l'organisation de partage d'expériences sur la transplantation rénale, donc des réunions, des après-midi, d'échanges entre différents patients. Ça, je te laisse justement développer. On a organisé des cafés des patients et des aidants, donc surtout sur Besançon, parce qu'on a aussi les locaux. Et c'est un ancien patient greffé, un ancien patient dialysé donc dans l'unité, qui vient partager son expérience. On fait venir les patients avec leur famille. Et ils permettent de poser des questions un peu plus concrètes sur la greffe, le après, la prise en charge de la douleur, comment le quotidien, le temps d'hospitalisation. Et souvent, c'est assez riche et c'est très apprécié par les patients parce que, justement, ils n'ont pas une vision que médicale et ils sont assez rassurés en général après les ateliers. Au niveau de la dialyse, donc, je fais des suivis alternés des patients en autodialyse. Je fais aussi des courriers de coordination avec les médecins traitants où je leur envoie un petit peu le suivi, comment ils sont, s'ils sont inscrits sur liste de greffe, les derniers résultats d'examen, parce que des fois ils ne sont pas au courant de tout ça, le traitement à jour et également comment ça se passe en dialyse. On fait aussi des ateliers d'éducation thérapeutique où l'objectif, c'est vraiment d'autonomiser les patients dans leur prise en charge. Donc auto-soins, autosurveillance, mais aussi de reprendre dès le départ assez régulièrement
Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'on discute avec eux et on leur demande comment ça se passe, on leur demande ce qu'ils ont compris, on reprend en fait un petit peu ce que le néphrologue dit, mais en étant assis à côté d'eux et en prenant du temps, et ils apprécient en général. Donc on organise aussi des réunions d'échange autour de diverses thématiques, donc sur la nutrition, sur le vécu en dialyse et en dehors des temps de dialyse. Donc comme les patients ne sont pas branchés, c'est vrai que c'est des patients qui ne se connaissent pas forcément, qui ne sont pas forcément sur le même roulement, et ça leur permet de discuter avec d'autres patients et de parler vraiment de leur vécu, de ce qui les gêne au quotidien. Et c'est ce qu'ils disent pas, comme disait Melchior tout à l'heure, c'est ce qu'ils ne verbalisent pas forcément au néphrologue quand il passe lors de sa visite. Et sur Pontarlier, donc l'équipe de Pontarlier, elle faisait déjà plein d'ateliers d'éducation thérapeutique, donc elle m'ont accepté pour que je participe avec elle sur certains ateliers. Alors ça, c'est une recette de pancakes enrichis qu'on a fait, donc on a cuisiné avec les patients et après on les a goûtés avec la diététicienne. Et c'est leur donner des astuces pour aussi s'adapter au régime et après voir un petit peu comment ils cuisinent au quotidien et leur donner des conseils. Au niveau des soins conservateurs, donc ça c'est plutôt ma collègue sur le CHU de Besançon qui fait ça, mais je trouvais aussi intéressant de l'aborder parce que ça fait aussi partie de la prise en charge et que ce serait peut-être bien qu'on soit un peu plus investi dans les soins conservateurs. Donc elle fait des consultations alternées des patients en stade 5, elle adapte les prises en charge en fonction de l'état général des patients, donc s'ils ne peuvent pas se déplacer, elle les appelle, elle fait le relais avec les médecins traitants, la coordination avec la prise en charge à domicile et surtout un soutien important avec les aidants. Alors donc la collaboration médecin-IPA, ça facilite la communication avec la ville. On a vu que l'IPA faisait des courriers aux médecins traitants, donc ce qui permet, c'est vrai que nous voyons les patients 1 à 3 fois par semaine, et les médecins traitants n'étaient pas toujours au courant de ce qui se passait au cours des séances de dialyse. Des fois, ils voient même plus beaucoup les patients comme ils nous voient nous régulièrement. Donc depuis que Amélie est là, ça permet de leur envoyer un courrier avec les antécédents actualisés à chaque fois et puis le dernier bilan biologique qui a été fait au cours d'une séance de dialyse. Pour ce qui est de l'axe dialyse et transplantation, que les patients puissent discuter avec les IPA, ça permet d'avoir une approche différente. Les patients peuvent entendre plusieurs discours différents. L'information est répétée plusieurs fois. On se rend compte que des fois, quand nous, à une consultation, on a fait une information pré-dialyse ou une information pré-transplantation, et bien finalement, c'est tellement d'informations pour le patient à retenir qu'ils en oublient une bonne partie. Et si quelqu'un revient derrière, il dit non, on ne m'a pas dit, alors qu'on leur a donné l'information. Donc d'avoir une IPA, un ou une IPA, ça permet de répéter plusieurs fois les informations de manière différente, sous forme d'ateliers d'éducation thérapeutique, d'ateliers d'échange avec les patients partenaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup, parce que finalement, c'est le patient qui est passé par là qui peut le mieux expliquer ce qui va leur arriver, que nous, c'est des connaissances qu'on a acquises au cours de nos études, au cours de notre profession, mais on n'a pas vécu tout ça. Donc les patients qui sont passés par là sont les mieux à même de leur expliquer ce à quoi ils peuvent s'attendre. Pour le néphrologue, il faut dire que ça nous libère du temps. Quand on peut faire des consultations alternées, nous, ça nous permet de voir plus de patients. Si une fois sur deux, l'IPA va pouvoir voir les patients MRC 4 ou 5. La clé de la réussite de cette collaboration, c'est de bien définir les rôles de chacun dès le départ. Donc c'est pour ça que au sein de chaque unité, il y avait un programme dès le début établi pour dire quel serait le rôle de l'IPA.
Et surtout, voilà, l'IPA, que ce soit dans les unités de dialyse, l'IPA ne se substitue pas aux infirmières de dialyse qui gardent leur propre rôle auprès du patient, dans le suivi du patient. Et voilà, c'est aussi une collaboration IPA et infirmière des unités. Voilà, merci. Merci de votre présentation en couple, donc, qui illustre parfaitement bien l'avenir de la néphrologie et de la médecine en général, hein, je dirais, des maladies chroniques en général, puisqu'en diabétologie, les IPA aussi se développent, avec une complémentarité que je trouve indispensable aujourd'hui. Et on n'a pas je pense que si on veut prendre en charge tous les patients qui nous arrivent et qui sont de plus en plus nombreux, de toute façon, on ne pourra pas le faire que les néphrologues et on a absolument besoin de la complémentarité avec les IPA. J'avais juste une petite question à vous poser. Vous n'avez pas parlé, alors peut-être parce que vous ne le faites pas encore, mais ça va être aussi l'avenir de nos maladies chroniques, c'est le télésuivi. Oui. Donc c'est effectivement un projet qui est en discussion sur Santélis pour avoir un projet de télésuivi avec les patients de MRC. Et alors le rôle de l'IPA dedans ? C'est vraiment... À définir. Oui, voilà.